Mon pouce tremblait au-dessus de l'écran fissuré, une petite encre hésitante flottant sur une mer de mots venimeux. Chaque lettre que j'avais tapée était une écharde de ma douleur, un fragment de ma rage. Le message était une cathédrale de reproches, un monument à mes 6 années de vie gaspillées, adressé à Marc. Dehors, le Mistral hurlait contre les volets de mon petit appartement du Panier, comme s'il voulait arracher les souvenirs des murs. Sur la table basse, une bouteille de vin rouge, à moitié vide, saignait sur une pile de factures impayées, des dettes qu'il avait laissées derrière lui avec la même désenvolture qu'un mégot de cigarette sur le trottoir. Mon reflet dans l'écran noir était celui d'une étrangère aux yeux rougis, le visage bouffi par les larmes. J'avais tout perdu, mon amour, mes économies, ma confiance en l'humanité. Envoyer ce message n'allait rien réparer, mais c'était la seule chose qui me restait, le dernier acte d'une tragédie que je n'avais pas écrite. Un dernier cri dans le silence assourdissant de ma solitude. Sans plus réfléchir, j'ai appuyé sur « Envoyer », regardant le petit avion de papier s'envoler vers un destinataire qui, je le savais, ne lirait probablement jamais la moitié des mots. Le message a été marqué comme « distribué » et un vide encore plus grand s'est installé dans ma poitrine. Le silence qui a suivi était pire que les cris. Il était rempli du fantôme de sa voix, de ses promesses creuses qui résonnaient contre les murs nus de mon studio. Marc n'était pas seulement parti, il avait dévasté mon existence, utilisant mon nom pour contracter des prêts que je passerais la prochaine décennie à rembourser avec mon maigre salaire de serveuse. Mes rêves d'école de design, de créer quelque chose de beau de mes propres mains, étaient maintenant enterrés sous une montagne de paperasse bancaire. Chaque soir, je portais un masque de professionnalisme, servant des plats hors de prix à des gens qui ne voyaient en moi qu'un uniforme, une paire de mains pour remplir leur verre. Ils ne voyaient pas la honte qui me brûlait la gorge, la peur panique qui me saisissait chaque fois que le téléphone sonnait. C'est une sensation terrible, cette invisibilité, ce sentiment d'être un dommage collatéral dans la vie de quelqu'un d'autre. Si vous avez déjà ressenti cette impuissance, ce poids sur vos épaules qui vous dit que vous êtes seul face au monde, alors vous comprenez ce que je vivais. Si cette histoire résonne en vous, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Votre soutien m'aide à partager ces moments et à me sentir un peu moins seule, et peut-être que nous pourrons traverser cela ensemble. Mon téléphone a vibré sur la table, un son strident qui a déchiré le lourd silence de la pièce. Mon cœur a fait un bond. Marc, il allait répondre, peut-être avec des insultes. Une partie de moi, la partie la plus stupide et la plus tenace, espérait encore un semblant de remords. J'ai attrapé l'appareil, mes doigts moites laissant des traces sur l'écran. Mais le nom affiché n'était pas le sien. C'était un numéro inconnu, un simple alignement de chiffres sans visage. Le message était court, d'une simplicité presque brutale qui contrastait violemment avec mon long déversement émotionnel. 5 mots. 5 mots qui n'avaient aucun sens et qui pourtant semblaient porter un poids immense. « Viens, je vais t'aider à l'oublier ». J'ai froncé les sourcils, relisant la phrase encore et encore. Une erreur? Une mauvaise blague d'un de ses amis? Mon esprit, embrumé par le vin et le chagrin, peinait à formuler une hypothèse cohérente. Puis, un second message est arrivé du même numéro. C'était une adresse, un bar discret dans une ruelle près du Vieux-Port, un endroit dont j'avais entendu parler à voix basse, connu pour sa clientèle exclusive et son atmosphère feutrée. Un frisson a parcouru mon échine, un mélange de peur et d'une curiosité morbide. Qui était à l'autre bout de cette ligne et pourquoi m'invitait-il dans son monde ? Mon premier instinct a été d'ignorer le message, de l'effacer et de prétendre qu'il n'avait jamais existé. C'était la chose sensée à faire, la chose sûre. Aller à la rencontre d'un inconnu, contacté par erreur au milieu de la nuit, était le début de toutes les histoires sordides qu'on lit dans les journaux. Pourtant, je suis restée là, debout au milieu de mon salon dévasté, le téléphone serré dans ma main comme une bouée de sauvetage. Qu'est-ce que j'avais encore à perdre ? Ma vie était déjà en ruine. Mon appartement n'était plus un refuge mais une prison remplie des fantômes de mes échecs. L'offre de cet étranger, aussi insensée et potentiellement dangereuse soit-elle, représentait une rupture, une porte de sortie, ne serait-ce que pour quelques heures, loin de la femme brisée que j'étais devenue. L'idée d'oublier, même temporairement, était une sirène irrésistible. Une impulsion folle, née du désespoir, a pris le dessus sur ma raison. Je me suis dirigée vers ma chambre, enjambant le cadre photo brisé de nous deux. J'ai choisi la seule robe noire qui me restait, une armure simple mais élégante.
En me regardant dans le miroir, j'ai appliqué du rouge à lèvres comme une peinture de guerre, masquant la pâleur de mes lèvres. Je n'y allais pas pour trouver un sauveur, mais pour échapper à moi-même. Le bar, le silence, portait bien son nom. De l'extérieur, ce n'était qu'une porte en bois sombre sans enseigne, nichée dans une ruelle pavée que même les touristes les plus aventureux évitaient. À l'intérieur, l'air était épais, chargé de l'odeur de cuir vieilli, de whisky et de secrets. La lumière était si tamisée qu'il m'a fallu un instant pour m'habituer, pour distinguer les silhouettes dans les alcôves profondes. Des hommes en costume sur mesure parlaient à voix basse, leurs regards glissant sur moi avec une curiosité détachée avant de retourner à leurs affaires. Il n'y avait pas de musique forte, juste le tintement discret des verres et le murmure des conversations importantes. C'est là que je l'ai vu, assis seul dans la banquette la plus reculée, comme un roi sur un trône d'ombre. Il n'a pas levé la main pour se signaler, il n'en avait pas besoin. Tous les regards semblaient l'éviter, créant autour de lui un vide respectueux. Il portait un costume sombre, parfaitement coupé, sa chemise blanche immaculée. Il était plus jeune que ce que j'imaginais, peut-être dans la trentaine, avec des cheveux noirs et une mâchoire carrée qui semblait taillée dans le granit. Mais c'étaient ses yeux qui m'ont arrêté. Sombres, perçants, ils me fixaient alors que je traversais la pièce et j'ai eu la certitude déconcertante qu'il savait exactement à quel point j'étais brisée. Je me suis assise en face de lui, le cuir froid de la banquette contre ma peau. Le silence s'est étiré entre nous, un silence non pas gênant, mais lourd de tension. Il ne souriait pas. Son visage était une toile impassible, mais ses yeux analysaient chaque détail, de mes mains qui tremblaient légèrement sur la table à la fissure à peine visible dans l'écran de mon téléphone que j'avais posé entre nous. « Vous êtes venu ?» a-t-il finalement dit. Sa voix était plus grave que je ne l'avais imaginé, un murmure rauque qui semblait faire vibrer l'air. Ce n'était pas une question, mais une constatation. « Je ne sais pas pourquoi je suis là », ai-je répondu, ma propre voix étonnamment stable malgré le chaos qui régnait en moi. Il a fait un signe presque imperceptible au barman et quelques instants plus tard, 2 verres de ce qui ressemblait à un ambre liquide très cher ont été placés devant nous. « Vous êtes ici parce que vous avez crié dans le vide et que quelqu'un a entendu. » Il a pris une gorgée, son regard ne quittant jamais le mien. Ce message, il ne m'était pas destiné. Il a eu un très léger haussement d'épaule. La douleur, elle, est authentique. Et la douleur, c'est une langue que je comprends. Buvez. Vous avez envoyé ce message pour oublier. Commençons par là. Son calme était désarmant, sa logique impitoyable. Il ne posait pas de questions, il n'offrait pas de pitié. Il offrait une anesthésie. Je suis partie 1 heure plus tard, la tête tournante à cause de l'alcool puissant et de l'étrangeté de la rencontre. Dante Moretti, c'était son nom. Il ne m'avait presque rien dit sur lui, mais j'avais l'impression qu'il avait lu chaque page de mon histoire. En sortant du bar, j'ai choisi de prendre le raccourci par la ruelle derrière l'établissement, une habitude de mes fins de service tardives. L'air frais de la nuit m'a frappé, mais il n'a pas réussi à dissiper le brouillard dans mon esprit. C'est alors que 2 ombres se sont détachées des murs. Mon cœur s'est glacé. Ce n'étaient pas des voyous ordinaires. Ils se déplaçaient avec une assurance prédatrice, leurs visages durs et leurs yeux vides de toute compassion. L'un d'eux m'a attrapé par le bras, sa poigne comme un étau d'acier. « On dirait que quelqu'un a passé une bonne soirée », a-t-il sifflé, son haleine sentant le tabac froid. J'ai essayé de me débattre, mais c'était inutile. L'autre homme s'est approché, un sourire cruel étirant ses lèvres. « Alors c'est toi, la fille de Dante. » Il se ramollit, le fantôme, il va payer pour ça. La confusion a lutté avec la terreur. La fille de Dante, de quoi parlait-il ? Avant que je puisse crier, une 3e silhouette est apparue à la sortie du bar, se découpant dans la faible lumière. C'était lui. Son visage était dénudé de toute expression, mais une aura de violence contenue, froide et mortelle, émanait de lui. Le monde s'est arrêté de tourner. Les 2 hommes se sont effondrés sans un cri, 2 marionnettes dont on aurait coupé les fils. Dante n'avait pas bougé de plus d'1 pas. Il y avait eu un mouvement flou, un son mat et humide, et puis le silence. Un silence plus terrifiant que n'importe quel vacarme. Il ne les a pas regardés une seconde de plus, ses yeux sombres rivés sur moi, évaluant les dégâts. Il s'est approché, son ombre me recouvrant entièrement, et a délicatement retiré les doigts de l'homme qui serrait encore mon bras, laissant des marques rouges sur ma peau. « Tu n'es pas blessé ?» Sa voix était un murmure de gravier, dénudé de toute chaleur mais vibrante d'une intensité contenue. J'ai secoué la tête, incapable de parler.
Le trajet jusqu'à mon appartement s'est fait dans une tension palpable. Il conduisait sa berline noire avec une concentration absolue, ses jointures blanches sur le volant en cuir. Chaque feu rouge était une éternité. Je n'étais plus seulement effrayée par les voyous dans une ruelle, j'étais terrifiée par l'homme assis à côté de moi, cet ange de la mort qui m'avait sauvée. En me déposant devant ma porte, il n'a dit qu'une chose. Reste à l'intérieur, ne parle à personne. Ce n'était pas un conseil, c'était un ordre. Le lendemain matin, le monde que je connaissais s'est évaporé. Un appel de mon manager m'a réveillée. Sa voix était tendue, pleine d'une peur mal dissimulée. Léna, ne viens pas travailler aujourd'hui, ni demain. En fait, nous devons mettre fin à ton contrat. C'est pour le mieux. Il a raccroché avant que je puisse protester. J'ai compris instantanément. L'incident de la veille n'était pas resté confiné à cette ruelle sombre. La peur avait des tentacules et elle venait de m'arracher mon gagne-pain. Comme pour confirmer que l'univers avait décidé de m'achever, une lettre glissée sous ma porte a attiré mon attention. C'était un avis d'expulsion. 2 mois de loyer impayés. Les dettes de Marc, ce cancer qui rongeait ma vie, venaient de métastaser. J'ai erré dans mon petit appartement, chaque objet me rappelant un échec. Le téléphone est resté silencieux, mes amis ignorant l'ampleur de ma chute. La solitude était une chape de plomb, m'écrasant contre le sol. J'étais seule, sans emploi, bientôt sans abri, et la cible d'hommes dont je ne connaissais même pas le nom. Le désespoir n'était plus une vague, c'était un océan dans lequel je me noyais lentement, sans plus aucune force pour nager. Puis, comme un vautour attiré par la charogne, Marc est revenu dans ma vie. Pas en personne, il n'en avait pas le courage, mais par une avalanche de messages. Les premiers étaient suppliants, presque pathétiques. « Léna, j'ai des problèmes, j'ai besoin d'argent. Je sais que tu as trouvé quelqu'un de riche, ce type du bar, il peut bien t'aider à m'aider. » La nausée m'est montée à la gorge. Il me voyait déjà comme la propriété d'un autre, une ressource à exploiter. Mon silence a fait monter sa frustration. Les messages sont devenus plus agressifs, plus menaçants. « Tu me dois bien ça. Si tu ne paies pas, je raconterai à ton nouveau protecteur des choses sur toi, des choses qu'il n'aimera pas. » C'était le comble de l'humiliation. L'architecte de ma ruine osait me faire du chantage. Au même moment, les appels des créanciers se sont intensifiés, leur voix devenant plus dure, plus impatiente. Ils parlaient de saisie, de poursuites judiciaires. Chaque sonnerie de mon téléphone était une nouvelle vague de panique. J'étais prise dans un étau, pressée de toutes parts par les fantômes de mon passé et les monstres de mon présent, sans la moindre issue en vue. Je l'ai trouvé en rentrant d'un entretien d'embauche humiliant où l'on m'avait regardé de haut. Dante était là, adossé à sa voiture noire, garée juste en face de mon immeuble. Il semblait parfaitement déplacé dans le décor décrépit de ma rue, une panthère de velours dans une cage à rats. Il n'a pas souri, il ne semblait même pas me voir arriver, et pourtant, je savais que chaque pas que je faisais était mesuré, analysé. Quand je suis arrivée à sa hauteur, il a poussé sur ses jambes et s'est redressé de toute sa hauteur. Son regard était insondable. « Vous avez été renvoyé ce matin », a-t-il commencé, sa voix calme tranchant avec le bruit de la circulation. « Votre propriétaire vous a signifié votre expulsion il y a 1 heure. Et Marc Fournier, votre ex-compagnon, vous envoie des menaces depuis son téléphone prépayé. » Il a fait une pause, me laissant absorber l'étendue de sa connaissance. Il doit de l'argent aux mauvaises personnes, les mêmes qui m'en veulent. La peur qui m'avait tenaillée s'est transformée en une sorte de stupeur glacée. Il n'était pas seulement au courant de ma détresse, il en connaissait la source, l'architecture, les moindres recoins. Il voyait tout, et cette omniscience était la chose la plus terrifiante que j'ai jamais rencontrée. Il m'a emmenée dans un petit café du quartier du Panier, un de ces endroits authentiques avec des chaises en bois et des tables en marbre. C'était fermé. Une pancarte privée était accrochée à la porte. À l'intérieur, seul un vieil homme derrière le comptoir nous a salués d'un signe de tête respectueux avant de disparaître dans l'arrière-salle. Nous étions seuls. Dante a commandé 2 cafés qui sont arrivés sans un mot. Il a attendu que je prenne une gorgée, le liquide chaud et amer un maigre réconfort contre le froid qui m'habitait. « Parle-moi de lui », a-t-il dit simplement. Ce n'était pas une question curieuse, c'était une demande d'information, précise et chirurgicale. Alors, j'ai parlé. J'ai tout déballé, la voix tremblante au début, puis gagnant en force à mesure que la colère remplaçait la honte. Les prêts contractés à mon nom, les promesses d'un avenir commun, mon rêve d'école de design sacrifié sur l'autel de ses dettes de jeu. J'ai raconté la trahison, la découverte de ses mensonges, la façon dont il m'avait vidé de tout, mon argent, ma confiance, mon estime de moi.
Pendant tout ce temps, il n'a pas cillé, son visage une statue de granit, mais j'ai vu quelque chose changer dans ses yeux, une lueur froide et dure, comme de l'acier poli. Quand j'ai terminé mon récit, un silence lourd s'est installé entre nous. Je m'attendais à de la pitié, peut-être à un jugement silencieux sur ma naïveté. Je n'ai eu ni l'un ni l'autre. Dante a posé sa tasse avec une lenteur délibérée, le son de la porcelaine sur le marbre résonnant dans la pièce vide. « La trahison », a-t-il dit, sa voix basse et chargée d'une fureur contenue. Plus cher que l'argent. Il a levé les yeux vers moi, et pour la première fois, j'ai vu au-delà du masque du chef de clan. J'ai vu un homme gouverné par un code moral aussi rigide que mortel. Les hommes qui se cachent derrière les femmes, qui les utilisent comme des boucliers ou des portefeuilles, ne méritent aucun respect. Ils ne méritent que le mépris. Il a marqué une pause, ces mots s'imprégnant dans l'air. Le restaurant où vous travaillez m'appartient. Votre manager vous a licencié parce qu'il a peur. Les hommes qui vous ont attaqué hier soir travaillent pour un rival, Ivan Petrov. Ils pensent que vous êtes ma faiblesse. Votre ex-petit ami, dans sa stupidité, vient de lui confirmer cette impression. Il venait de relier tous les points de ma misère, dessinant une cible sur mon dos. Son plan était aussi simple qu'effroyable. Il l'a exposé sans la moindre inflexion, comme s'il discutait de la météo. Vous ne pouvez plus rester dans votre appartement. C'est le premier endroit où ils chercheront. Vous ne pouvez plus travailler à Marseille sans devenir un appât. À partir de ce soir, vous habiterez avec moi. Mon souffle s'est coupé. Je vais régler le problème de vos dettes. Toutes. L'ardoise sera effacée. En échange, vous ferez exactement ce que je vous dis. Vous ne sortirez pas sans ma permission. Vous ne contacterez personne sans mon accord. Il a sorti un téléphone neuf de sa poche et l'a glissé sur la table. Ceci est votre nouvelle ligne. Seuls les numéros que j'autorise pourront vous joindre. Il ne me demandait pas mon avis. Il me dictait les termes d'une reddition inconditionnelle. Il m'offrait une cage dorée, une prison de luxe pour me protéger d'un monde qui voulait ma mort. L'offre était monstrueuse, insultante. Et c'était la seule chose qui se tenait entre moi et le néant. Il me proposait de me sauver la vie en me l'apprenant. Une vague de rage a submergé ma peur. Non, ai-je soufflé, le mot à peine audible, mais chargé de tout le défi qu'il me restait. Je ne suis pas un objet que vous pouvez déplacer et enfermer pour votre convenance. Je ne suis pas votre problème. Je me suis levée, mes mains tremblant de fureur. J'ai passé 6 ans de ma vie à faire confiance à un homme qui a fini par me contrôler et me détruire. Je ne recommencerai pas. Je ne veux pas de votre argent, je ne veux pas de votre protection. Je préfère encore affronter tout ça seule que de devenir votre prisonnière. Mon cœur battait à tout rompre. C'était une folie de lui tenir tête, à lui, l'homme qui faisait taire des brutes d'un simple geste. Mais mon instinct de survie criait plus fort que ma raison. L'idée de céder le peu de contrôle qu'il me restait sur ma propre existence était insupportable. C'était une mort différente, plus lente, plus insidieuse. « Merci pour le café, monsieur Moretti », ai-je lancé avec un sarcasme amer, mais je vais me débrouiller. J'ai fait un pas vers la sortie, m'attendant à ce qu'il m'arrête, à ce qu'il se mette en colère. Il n'a pas bougé, il n'a pas haussé le ton. Sa voix m'a cloué sur place, plus efficace que n'importe quelle barrière physique. « Si vous franchissez cette porte, Léna, a-t-il dit calmement, Petrov saura où vous êtes avant même que vous n'atteigniez le bout de la rue. Ces hommes ne sont pas comme ceux d'hier soir. Ils ne vous feront pas peur. Ils vous briseront, lentement. Ils le feront pour m'envoyer un message, mais surtout, ils le feront parce qu'ils aiment ça. » Il s'est levé à son tour, contournant la table pour se tenir juste devant moi, son ombre m'enveloppant. « Vous croyez avoir le choix entre ma prison et la liberté. Vous vous trompez. Le seul choix qu'il vous reste est entre ma protection et leur cruauté. » Son regard a plongé dans le mien, intense, impitoyable de vérité. « Alors cessez de vous battre contre la seule personne qui essaie de vous garder en un seul morceau. Acceptez mon aide, non pas comme une captive, mais comme une alliée. Aidez-moi à vous maintenir en vie. » Ces mots ont fait voler en éclats ma dernière parcelle de résistance. J'ai vu dans ses yeux non pas un geôlier, mais un rempart. Épuisée, vaincue, j'ai fermé les yeux et hoché la tête. Le pacte était scellé. Mon ancienne vie venait de mourir. Son penthouse était un chef-d'œuvre de solitude glaciale, perché au sommet d'une tour de verre qui dominait Marseille.
Tout y était impeccable, impersonnel et silencieux. Les murs blancs, le mobilier design aux lignes épurées, les immenses baies vitrées offrant une vue panoramique sur la ville et la mer, c'était l'antithèse de mon petit appartement chaotique du panier. C'était magnifique et terrifiant. Dante m'a montré ma chambre, plus grande que tout mon ancien logement, avec une salle de bain en marbre et un dressing vide qui attendait d'être rempli par une femme que je n'étais pas. Il a posé le nouveau téléphone sur la table de chevet. « Tu restes ici, tu ne sors pas, tu ne contactes personne. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu demandes à Marco ou à moi. » Sa voix était neutre, énonçant des faits, pas des ordres. Mais c'en était. Je me suis assise sur le lit immense, le matelas trop ferme, et j'ai regardé la ville scintiller en dessous. Il m'avait offert une cage dorée, un sanctuaire suspendu entre le ciel et l'enfer. La sécurité avait le goût amer de la captivité. Et je ne savais pas encore lequel des deux sentiments était le plus angoissant. La porte s'est refermée derrière lui avec un clic discret, scellant mon entrée dans son monde. La cohabitation forcée a commencé par une série de silences pesants et de règles implicites. Le matin, je le trouvais dans la cuisine immaculée, déjà habillé d'un costume impeccable, lisant les nouvelles sur une tablette. Un homme du nom de Marco, son bras droit, au visage buriné et au regard méfiant, lui apportait son café noir sans un mot. Marco me regardait comme si j'étais une bombe à retardement, une anomalie dans leur univers parfaitement ordonné. J'ai tenté de briser la glace, de me rendre utile. « Je peux faire mon propre café », ai-je dit un matin, ma voix sonnant étrangement forte dans le silence. Dante a levé les yeux de son écran, un sourcil à peine haussé. Marco s'en occupe. Ce n'était pas de la méchanceté, mais une logique implacable. Tout était optimisé, contrôlé. Ma présence était un grain de sable dans une mécanique de précision. J'ai insisté, trouvant la cafetière et préparant maladroitement une tasse. Le café était trop fort, amer. Marco m'a observé avec un amusement à peine dissimulé. « Elle a du caractère », a-t-il murmuré à Dante, en corse, pensant que je ne comprendrais pas. « C'est ce qui la maintient en vie », a répondu Dante sans me quitter des yeux. Les journées s'étiraient, longues et vides. Enfermée dans cet appartement aseptisé, je n'avais rien d'autre à faire que de l'observer. Je le voyais passer des heures dans son bureau, la porte vitrée me transformant en un spécimen dans un aquarium. Ses appels téléphoniques étaient un spectacle fascinant et effrayant. Son visage restait impassible, mais sa voix changeait de registre. Elle devenait plus dure, plus tranchante, chaque mot pesé, porteur d'une menace voilée. J'entendais des bribes de phrases, des noms de lieux, des chiffres. Un jour, j'ai entendu le nom de Petrov prononcé avec un tel mépris glacial que j'en ai eu la chair de poule. Il ne parlait pas d'affaires, il parlait de guerre. Il bougeait des pions sur un échiquier invisible et j'étais l'un d'eux, une reine vulnérable qu'il avait déplacée pour la protéger, mais qui restait au centre du jeu. Cette prise de conscience était vertigineuse. L'homme qui partageait mon silence au petit déjeuner était un roi, un prédateur, et son royaume était bâti sur des secrets que je ne pouvais même pas commencer à imaginer. Ma fascination grandissait à mesure que ma peur s'enracinait plus profondément en moi. Une nuit, les fantômes de mon ancienne vie sont revenus me hanter. Je me suis réveillée en sursaut, le cœur battant la chamade, le nom de Marc sur les lèvres. Le souvenir de sa trahison, de la ruelle sombre, tout s'était mélangé en un cauchemar suffocant. J'ai quitté le lit, cherchant un verre d'eau dans la cuisine obscure. La silhouette massive de Dante s'est matérialisée dans l'encadrement de la porte, me faisant sursauter. Il ne portait qu'un pantalon de survêtement sombre, son torse nu révélant une tapisserie de cicatrices anciennes qui racontait des histoires violentes. Il n'a rien dit, mais ses yeux ont tout vu, ma peur, mes tremblements, les larmes silencieuses qui perlaient au coin de mes yeux. Il s'est approché, a pris un verre, l'a rempli d'eau fraîche et me l'a tendu. Nos doigts se sont à peine effleurés, mais une décharge électrique a parcouru mon bras. « Les cauchemars ne sont que des ombres », a-t-il murmuré, sa voix rauque de sommeil. « Ils ne peuvent pas te faire de mal ici. » C'était la chose la plus proche d'un réconfort qu'il m'ait jamais offerte. Un geste simple, un soin silencieux qui a percé une minuscule fissure dans l'armure de glace que je m'étais forgée contre lui. La première menace concrète n'est pas arrivée avec le bruit d'une explosion, mais dans le silence d'une boîte en carton. Un courrier a livré un paquet à l'accueil de l'immeuble. Marco l'a monté, son visage plus fermé que d'habitude.
Il l'a posée sur la table basse en marbre comme s'il s'agissait d'un engin explosif. Dante a l'ouvert avec un coupe-papier, ses mouvements lents et délibérés. À l'intérieur, il n'y avait pas de bombe, mais quelque chose de bien pire. C'était une de mes vieilles esquisses, un portrait de femme que j'avais laissé dans mon appartement du Panier. Mais le visage avait été lacéré à coups de couteau, les yeux arrachés du papier. Sous le dessin, une seule rose noire, dont les épines avaient été soigneusement retirées. Le message était clair, intime et d'une cruauté absolue. Petrov ne se contentait pas de me menacer physiquement. Il s'attaquait à ce que j'étais, à mes rêves, à mon âme. J'ai senti mes jambes se dérober. Dante n'a pas eu de réaction visible, mais j'ai vu ses jointures blanchir alors qu'il serrait le coupe-papier. Le sanctuaire venait d'être violé. Les murs de verre semblaient soudain terriblement fragiles et le monde extérieur, avec ses monstres, venait de frapper à notre porte. L'atmosphère dans le penthouse est devenue électrique. Dante a convoqué ses hommes les plus proches. Ils sont arrivés les uns après les autres, des visages durs et silencieux qui ne me jetaient même pas un regard. Ils se sont enfermés dans son bureau pendant des heures. Je pouvais entendre le son étouffé de leur voix, un grondement grave et continu, parfois ponctué par la voix de Dante, tranchante comme un rasoir. Marco est sorti une fois, le visage sombre. Il m'a croisé dans le salon et s'est arrêté. Il savait où chercher, a-t-il dit, plus pour lui que pour moi. Ses yeux m'ont scruté et j'y lus l'accusation silencieuse. J'étais la nouvelle venue, le maillon faible, la fuite potentielle. La honte et la colère m'ont envahi. J'étais une victime dans cette histoire, mais à leurs yeux, j'étais avant tout un risque, une complication. Je me suis sentie plus seule que jamais, piégée non seulement par un ennemi invisible, mais aussi par la méfiance de ceux qui étaient censés me protéger. L'idée d'une top au sein de l'organisation de Dante a commencé à germer, une paranoïa qui s'ajoutait à la peur, empoisonnant l'air déjà vicié de notre prison dorée. La frustration de mon impuissance est devenue insupportable. J'étouffais dans ce luxe stérile, réduite à l'état d'objet précieux et fragile qu'il fallait protéger. Une après-midi, alors que Dante était absent et que Marco montait la garde à l'extérieur, j'ai commis l'irréparable. J'ai trouvé un vieil ordinateur portable dans un tiroir du bureau, un appareil que j'ai supposé être hors d'usage. Poussé par un besoin désespéré de me reconnecter à mon ancienne vie, je l'ai allumé. Il fonctionnait. Sans réfléchir, je me suis connectée au Wi-Fi public du café d'en bas et j'ai tapé le nom de mon ancienne école de design. Je voulais juste voir le site, me souvenir de ce pourquoi je me battais. Je n'y suis restée que quelques minutes, mais c'était suffisant. Quand Dante est rentré, il n'a pas eu besoin de me poser de questions. Il s'est dirigé directement vers le bureau, a pris l'ordinateur et a regardé l'historique. Son silence était plus terrifiant que n'importe quel cri. « Sais-tu ce que tu viens de faire » a-t-il demandé d'une voix blanche. « Tu viens d'allumer un phare au milieu de l'océan en pleine nuit. Tu viens de leur donner notre position exacte. » Sa déception était une lame qui m'a transpercée bien plus profondément que la peur. Je me suis effondrée en larmes, pas des larmes de peur, mais de pure frustration et de haine de moi-même. « Je suis désolée » ai-je sangloté, les mots se bousculant. « Je n'en peux plus d'être inutile, d'être un fardeau. Je voulais juste me sentir normale pendant 5 minutes. » Je m'attendais à de la fureur, à un sermon glacial sur les conséquences de mon imprudence. Au lieu de ça, Dante a soupiré, un son d'une profonde lassitude qui a semblé venir du plus profond de son être. Il s'est accroupi devant moi, son regard perdant un instant sa dureté habituelle. « Je sais » a-t-il dit doucement, « la normalité est un luxe. » Il a hésité, comme s'il luttait contre ses propres démons. J'ai fait une erreur une fois, une seule. J'ai sous-estimé un ennemi, j'ai cru quelqu'un que je n'aurais pas dû. Et à cause de ça, j'ai perdu la seule personne qui comptait plus que ma propre vie. Il ne parlait pas de moi, mais de quelqu'un d'autre, d'une blessure si ancienne et si profonde qu'elle définissait encore l'homme qu'il était. C'était la première fois qu'il m'offrait une parcelle de sa propre douleur, un fragment de son âme brisée. Dans ce moment de vulnérabilité partagée, notre relation a basculé. Il n'était plus seulement mon geôlier ou mon protecteur, il était un homme hanté, tout comme moi. Le calme précaire a été brisé par la sonnerie stridente du téléphone que Dante m'avait donné. Un numéro masqué. Mon sang s'est glacé. Seules 3 personnes avaient ce numéro, Dante, Marco et moi. Dante, qui était assis en face de moi, m'a fait un signe de tête impérieux.
J'ai décroché, la main tremblante. « Allô ?» Le silence a duré 1 seconde, puis une voix s'est fait entendre. Une voix que je connaissais trop bien, mais déformée par la panique et la douleur. C'était Marc. « Léna, Léna, aide-moi !» Il pleurait, des sanglots rauques et désespérés. « Ils m'ont trouvé, les hommes de Petrov. Il dit qu'il te veut toi. Il veut que tu viennes seul au hangar 17, sur le port. Si tu ne viens pas dans 1 heure, il a dit qu'il m'enverrait à ta porte, en morceaux. » Mon souffle s'est coupé. C'était un piège, le plus évident, le plus cruel des pièges. Mais la voix de Marc, l'homme que j'avais haï, était celle d'un animal terrifié sur le point d'être abattu. Dante m'a arraché le téléphone des mains, son visage un masque de fureur contenue. Le piège n'était pas seulement pour moi, c'était pour lui. Et Marc n'était que l'appât. Dante a arraché le téléphone de ma main tremblante, son visage se transformant en un masque de fureur glaciale. Il a porté l'appareil à son oreille, n'écoutant qu'1 seconde avant de mettre fin à l'appel d'un coup de pouce sec et définitif. Le silence qui s'est abattu dans la pièce était plus assourdissant que les cris de Marc. « C'est un piège », a-t-il dit, sa voix un grondement sourd, chaque syllabe taillée dans la glace. Il n'y avait aucune place pour le doute, aucune place pour la pitié. Il a jeté le téléphone sur la table basse où il a glissé et s'est arrêté juste au bord. Petrov n'est pas un idiot. Il n'aurait jamais laissé Marc t'appeler s'il ne pensait pas que tu viendrais. Il te veut comme levier, pas comme victime. Il veut que j'agisse par émotion, que je fasse une erreur. Il s'est tourné vers moi, ses yeux sombres me transperçant. Et pour la première fois, j'ai vu la véritable étendue du prédateur qui se cachait dans le masque de l'homme d'affaires. Tu ne vas nulle part. Marco verrouille tout. Personne n'entre, personne ne sort. Son ordre a claqué dans l'air et j'ai compris que la partie d'échecs venait de commencer et que j'étais la pièce la plus vulnérable de l'échiquier. La panique et un sentiment de culpabilité absurde se sont battus dans moi. Marc était un monstre, mais l'idée de sa mort violente, causée par ma simple existence, était un poison qui se répandait dans mes veines. « On ne peut pas le laisser mourir !» ai-je protesté, ma voix plus faible que je ne l'aurais voulu. « C'est un être humain !» Dante s'est approché de moi, son ombre me recouvrant, son regard impitoyable. « C'était un être humain avant de te vendre pour éponger ses dettes. Maintenant, c'est un appât. Et les appâts sont faits pour être sacrifiés. » Sa cruauté était pragmatique, chirurgicale, et elle me terrifiait. Tu ne comprends pas le genre d'homme qu'est Petrov. Il n'y aura pas de négociation, il n'y aura pas d'échange. Si tu te présentes là-bas, il te prendra et tuera Marc quand même, juste pour le plaisir de te montrer ce qui arrive à ceux qui lui font confiance. Reste ici, c'est le seul moyen de survivre. Marco est revenu dans la pièce, son visage grave, confirmant que toutes les issues étaient sécurisées. J'étais prisonnière, non seulement de ces murs de verre, mais aussi de la logique brutale de Dante, une logique qui disait que pour me sauver, il fallait en laisser un autre périr. La sonnerie du téléphone de Dante a déchiré la tension, mais ce n'était pas un appel, c'était une alerte de sécurité. Au même instant, un bruit assourdissant de verre brisé a éclaté depuis le salon, suivi par le son métallique et sec d'une rafale de tirs automatiques. Les immenses baies vitrées qui offraient une vue imprenable sur Marseille venaient de devenir notre plus grande faiblesse. Le piège n'était pas au hangar, le piège était ici. L'appel de Marc n'était qu'une diversion, une manœuvre pour diviser l'attention de Dante, pour le forcer à concentrer ses ressources sur un faux objectif pendant que la véritable attaque avait lieu. En une fraction de seconde, le penthouse s'est transformé en un champ de bataille. Dante n'a pas hésité. Il m'a attrapé par le bras, sa poigne de fer me tirant avec une force qui m'a coupé le souffle et m'a propulsé vers son bureau. « Marco, contiens-les !» a-t-il hurlé par-dessus le vacarme, sa voix de commandement ne laissant aucune place à la peur. Le monde s'est rétréci, à ce couloir, au bruit de nos pas précipités sur le marbre et au chaos qui se déchaînait derrière nous. L'illusion de sécurité venait de voler en éclats, littéralement. La porte du bureau, une épaisse plaque d'acier cachée derrière un plaquage de bois, s'est refermée derrière nous avec un bruit sourd et final. Nous plongeons dans un silence presque total. Seuls les impacts étouffés des balles contre le blindage nous parvenaient, comme les coups de poing d'un géant en colère. C'était une panic room. Dante a appuyé sur une série de boutons sur un panneau mural, et des volets métalliques ont scellé la dernière fenêtre. Nous étions enfermés, ensemble, dans cette boîte de titane au cœur de la tempête.
L'adrénaline moussait dans mes veines, mes mains tremblaient de manière incontrôlable. Je me suis adossée au mur, essayant de reprendre mon souffle. Dante, lui, était d'un calme effrayant. Il a sorti une arme de poing d'un tiroir de son bureau, l'a vérifiée avec une efficacité routinière et s'est posté près de la porte, écoutant. Dans cet espace confiné, son aura de puissance et de danger était suffocante. Il était la seule chose qui se tenait entre moi et la mort, mais sa proximité était presque aussi terrifiante que la menace à l'extérieur. Chaque seconde qui s'écoulait semblait durer une éternité, suspendue dans le silence angoissant de notre refuge. Le bruit des combats s'est estompé, remplacé par un silence encore plus inquiétant. J'étais recroquevillée dans un coin, les bras enroulés autour de mes genoux, tremblant de tous mes membres. Dante est resté immobile pendant un long moment, puis il s'est détendu, juste un peu, le canon de son arme s'abaissant vers le sol. Il s'est tourné vers moi, et dans la faible lumière de secours, j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant, une fissure dans son armure de glace. Il s'est approché et s'est accroupi devant moi, son regard balayant mon visage, cherchant des blessures. « Ça va » a-t-il demandé, sa voix plus rauque que d'habitude. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Il a hésité, puis a murmuré presque pour lui-même « Je n'ai pas pu la protéger, ma sœur, Isabelle. J'ai fait une erreur, et elle l'a payée de sa vie. » Ces mots étaient des fragments de verre, des éclats d'une douleur si profonde qu'elle est devenue le fondement de son être. Je ne ferai pas la même erreur. Ce n'était pas une promesse, c'était un serment, un vœu prononcé sur la tombe d'un fantôme. Il venait de me donner la clé de son âme, et le poids de cette confiance était à la fois écrasante et étrangement réconfortante. Un coup discret à la porte nous a fait sursauter. « Patron, c'est Marco, c'est terminé. » La voix de son bras droit était tendue, mais calme. Dante a ouvert la porte, révélant un carnage qui m'a coupé le souffle. Le penthouse, autrefois un sanctuaire de luxe minimaliste, était dévasté. Des éclats de verre recouvraient le sol en marbre, les canapés en cuir étaient lacérés et des impacts de balles constellaient les murs blancs. 2 hommes de Dante gisaient au sol, immobiles, une vision d'horreur que mon cerveau a du mal à traiter. Marco avait le visage en sang, une coupure profonde sur l'arcade sourcilière. On en a eu 4, 2 se sont échappés. « Ils étaient des professionnels », a-t-il rapporté d'une voix neutre, comme s'il parlait de la météo. J'ai porté une main à ma bouche, la nausée me submergeant. Ce n'était plus une histoire, ce n'était plus un film, c'était ma réalité. Le sang, la mort, la violence, tout cela à cause d'un SMS envoyé dans un moment de désespoir. J'ai regardé Dante, qui observait la scène avec une froideur analytique, et j'ai compris que j'avais franchi une ligne. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Son monde était maintenant le mien, avec toutes ses horreurs. Au milieu du chaos, j'ai remarqué que Dante tenait son bras gauche contre son corps. Une tache rouge sombre s'élargissait sur la manche de sa chemise blanche. Un éclat de verre l'avait profondément entaillé. Sans réfléchir, j'ai couru vers la salle de bain. J'ai attrapé la trousse de premier secours et je suis revenue vers lui. Marco a commencé à protester, mais Dante l'a arrêté d'un simple regard. Il s'est assis sur le bord d'un canapé éventré, me laissant approcher. Mes mains tremblaient alors que je découpais la manche de sa chemise, révélant une coupure nette et profonde. J'ai nettoyé la plaie avec un antiseptique, mon contact étonnamment doux sur sa peau marquée de cicatrices plus anciennes. Il n'a pas bronché, mais ses yeux ne quittaient pas mon visage. Dans le silence de la pièce dévastée, un nouveau tube de tension s'est installé, intime et électrique. Alors que j'enroulais le bandage autour de son avant-bras, nos doigts se sont effleurés. Il a capturé ma main dans la sienne, sa paume chaude et cailleuse enveloppant complètement la mienne. « Ils ne sont pas venus pour l'appartement », a-t-il dit, sa voix un murmure grave. « Ils sont venus pour toi, parce que tu es à moi maintenant, à moi de te protéger. » C'était une déclaration de propriété, mais aussi de dévotion absolue. Et dans ce moment, j'ai su que j'étais irréversiblement liée à lui. Marco s'est approché, tenant un téléphone qu'il avait récupéré sur l'un des corps des assaillants. L'écran était encore allumé, affichant un dernier message non envoyé. Il l'a tendu à Dante, qui l'a lu par-dessus mon épaule, sa main toujours serrée sur la mienne. Les mots brillaient d'une lueur sinistre dans la pièce sombre. Mission échouée, trop de résistance, mais le fantôme ne l'a pas quittée d'une semelle. Il la protège comme sa propre vie. L'information est confirmée, la fille est la clé. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Ce n'était plus une supposition, c'était une certitude.
Petrov savait. Il savait que le lien entre nous n'était plus une simple question de protection ou de devoir. Il avait identifié la fissure dans l'armure de Dante Moretti, et cette fissure, c'était moi. L'attaque n'était pas un échec total, c'était un test, une reconnaissance. Ils avaient sondé ses défenses et trouvé exactement ce qu'ils cherchaient. Le prochain assaut ne serait pas une attaque frontale, il serait personnel, chirurgical, et viserait le seul point faible que Dante venait de m'avouer, son besoin impérieux de me garder en vie, à n'importe quel prix. La guerre venait de changer de nature. Les heures qui ont suivi l'attaque se sont écoulées dans une brume irréelle, un ballet silencieux et macabre. Des hommes discrets, vêtus de noir, sont venus nettoyer le carnage avec une efficacité glaçante, effaçant les traces de sang sur le marbre comme s'il s'agissait d'une simple tache de vin. Ils ont emporté les corps de leurs camarades tombés au combat avec une solennité qui pesait plus lourd que n'importe quel cri. Marco, le visage recousu à la hâte, dirigeait les opérations d'une voix rauque, son regard ne s'attardant jamais sur moi, comme si ma simple présence était une insulte à leur deuil. Dante, lui, était devenu une statue de granit. Il se tenait près des baies vitrées brisées, contemplant la ville qui scintillait en contrebas, indifférente à notre tragédie. Je voyais le poids de ces 2 vies perdues s'inscrire sur ses épaules, le courbant sous un fardeau invisible. Chaque éclat de verre que l'on balayait était un rappel de ma culpabilité. J'étais le catalyseur de cette violence, la raison pour laquelle des familles ne reverraient jamais leur père, leur frère, leur fils. La sécurité qu'ils m'avaient offerte a un prix, et il venait d'être payé en vies humaines. Le sanctuaire n'était plus qu'un tombeau de verre. Dans le bureau transformé en quartier général de crise, la tension était palpable. Dante et Marco passaient en revue des heures d'enregistrement de sécurité sur plusieurs écrans, leurs visages illuminés par la lueur bleutée de moniteurs. Ils cherchaient une faille, une erreur, une explication logique à ce désastre. Et ils l'ont trouvée. Une séquence de quelques secondes seulement, montrant une désactivation anormale du système d'alarme périmétrique, 30 secondes seulement avant l'assaut. Une action impossible à réaliser de l'extérieur. Le mot n'a pas été prononcé, mais il flottait dans l'air, lourd et vénémeux. Traître. J'ai vu le regard de Marco glisser vers moi, un instant seulement, mais c'était suffisant. Ce n'était pas une accusation directe, mais le calcul froid d'un homme qui élimine les variables. J'étais la nouvelle pièce sur l'échiquier, l'élément inconnu. La méfiance, autrefois une barrière entre Marco et moi, était devenue un gouffre. Dante a dû sentir mon malaise, car il a dit d'une voix dure, sans me regarder. Ce n'est pas elle. Mais ces mots, censés me défendre, n'ont fait que souligner à quel point j'étais devenue le centre de leur vulnérabilité. La confiance s'était brisée aussi sûrement que les vitres du salon. La vérité, lorsqu'elle a éclaté, fut encore plus sordide que la pire de mes craintes. Les hommes de Dante, travaillant sans relâche, ont fini par remonter la piste. Ils ont retrouvé la trace de Marc, non pas dans une cave humide aux mains des sbires de Petrov, mais dans un hôtel de luxe sur la côte, payé en liquide. Il n'avait pas été un simple appât, il avait été le vendeur. Acculé par ses dettes, il était allé voir Petrov de son plein gré, offrant des informations sur moi en échange de sa survie et d'un nouveau départ. Il avait tout donné, l'emplacement de mon ancien appartement, mes habitudes, des détails intimes qui ont permis à Petrov de construire son attaque psychologique. Dante m'a exposé les faits sans ménagement, les preuves s'affichant sur l'écran d'une tablette. Chaque photo de Marc souriant, libre, était un coup de poignard. Puis, la voix de Dante s'est brisée, une fissure à peine perceptible. L'homme qui a trahi ma sœur, c'était son fiancé. L'homme qu'elle allait épouser. Il l'a vendu à nos ennemis pour effacer une dette. Le parallèle était d'une cruauté absolue. Mon passé et son cauchemar venaient de fusionner, créant un monstre qui nous dévorait tous les deux. La culpabilité m'a submergée, une vague noire et suffocante qui a emporté mes dernières défenses. Les visages des hommes morts se superposaient à celui d'Isabelle, la sœur fantôme dont la tragédie semblait se rejouer à travers moi. J'étais devenue un poison, un présage de mort. Chaque regard que Dante posait sur moi semblait chargé du poids de son échec passé, de sa peur de revivre le même cauchemar. Je n'étais plus Léna, j'étais le rappel constant de sa plus grande blessure, la femme qu'il devait protéger et qui, par sa simple existence, mettait en péril tout ce qu'il avait construit. La révélation sur Marc avait été la dernière pelletée de terre sur le cercueil de mon innocence. J'étais la clé, comme l'avait dit le message, la clé qui ouvrait la porte à la destruction. Une certitude glaciale s'est emparée de moi. Pour le sauver, pour mettre fin à l'hémorragie, je devais disparaître. Ce n'était plus une question de peur ou de survie personnelle, c'était un sacrifice nécessaire.
Je devais m'arracher de sa vie pour qu'il puisse continuer à vivre la sienne, pour qu'il n'y ait plus de victimes collatéraux dans la guerre qui m'avait adoptée. Mon plan était une folie née du désespoir. Attendre le bon moment était une torture. Il est arrivé lorsque Dante s'est enfermé dans son bureau pour un appel qu'il ne pouvait ignorer, et que Marco a été appelé d'urgence pour gérer une autre crise en ville. Le penthouse était silencieux, mais pour moi, il hurlait. J'ai pris le téléphone qu'il m'avait donné, cet appareil qui symbolisait à la fois ma prison et ma protection, et j'ai commis l'acte de trahison ultime. J'ai appelé une ancienne collègue du restaurant, une fille discrète à qui j'avais parfois parlé. Ma voix tremblait alors que je lui demandais, la suppliais presque, de m'héberger pour une nuit, inventant une histoire de dispute familiale. Chaque mot était un mensonge, une violation de la règle la plus fondamentale que Dante m'avait imposée. Ne faire confiance à personne. J'ai rassemblé mes maigres affaires dans un petit sac, laissant derrière moi les vêtements de luxe qu'il m'avait offerts, symbole d'une vie qui n'était pas la mienne. En me dirigeant vers l'ascenseur de service, chaque pas était lourd, comme si je marchais vers ma propre exécution. Je ne fuisais pas un monstre, je quittais le seul homme qui m'avait jamais vraiment vu. Il m'a intercepté dans le couloir de service, une ombre silencieuse se matérialisant devant la porte de l'ascenseur. Son visage était une toile vierge, mais ses yeux brûlaient d'une intensité qui me glaçait le sang. Il n'a pas crié. Sa voix, quand il parla, était un murmure à peine audible, mais plus tranchant que n'importe quelle lame. « Où crois-tu aller ?» Mon cœur a cessé de battre. Les mots sont sortis, maladroits, chargés de ma conviction désespérée. Je dois partir, pour vous protéger. C'est à cause de moi que vos hommes sont morts. Je suis votre faiblesse. Une lueur de douleur a traversé son regard, si vive qu'elle m'a physiquement fait mal. Tu ne me protèges pas en me fuyant, Léna. Tu me condamnes. Son contrôle d'habitude si parfait s'est fissuré. Il a fait un pas vers moi, sa main se tendant comme pour me retenir avant de retomber lourdement le long de son corps. C'est ce qu'elle a fait. Elle a cru qu'elle pouvait gérer ça seule. Elle m'a tourné le dos. Le poids de son passé était là, entre nous. J'ai secoué la tête, les larmes brouillant ma vue. Je suis désolée, mais je ne peux pas être votre Isabelle. Je ne peux pas vous laisser mourir pour moi. Mon murmure a frappé plus fort que n'importe quelle balle, brisant le dernier fil qui nous reliait. Il n'a pas essayé de me retenir. Mes mots sur sa sœur l'avaient pétrifié, le laissant prisonnier dans un souvenir trop douloureux. Ce court instant d'hésitation a été ma seule chance. La porte de l'ascenseur s'est ouverte et je me suis engouffrée à l'intérieur, appuyant sur le bouton du rez-de-chaussée sans oser me retourner. Les portes se sont refermées sur son visage, une expression de douleur et de trahison gravée sur ses traits. Seule dans la cabine qui descendait vers une liberté terrifiante, j'ai enfin laissé mes larmes couler. J'étais seule, de nouveau. Mais cette fois, la solitude était un choix, un sacrifice. De retour dans son penthouse dévasté, Dante se tenait au milieu des ruines de ce qui avait été notre refuge. Le silence était assourdissant, rempli de mon absence. Il avait tout perdu en une seule nuit, 2 de ses hommes, la sécurité de sa forteresse et la femme qu'il avait juré de protéger. Dehors, quelque part dans la ville, Petrov avait gagné cette manche sans tirer un seul coup de feu supplémentaire. Il nous avait brisés de l'intérieur. Nous étions séparés, vulnérables, et pour la première fois, l'idée que nous pourrions ne jamais nous retrouver semblait une certitude absolue. Nous avions atteint le fond de l'abîme. Mon refuge chez Amélie, une amie d'enfance qui ignorait tout de mon cauchemar, n'a été qu'un court répit. Son petit appartement sentait la lessive et le café, des odeurs d'une normalité si poignante qu'elle en devenait douloureuse. Pendant 48 heures, j'ai fait semblant. J'ai souri, j'ai aidé à faire la vaisselle, j'ai écouté ses histoires de bureau, tout en sentant le regard des hommes de Petrov sur ma nuque à chaque fois que je m'approchais de la fenêtre. Ma fuite n'avait pas protégé Dante. Elle l'avait privé de sa cible et l'avait forcé à disperser ses forces pour me chercher. J'avais transformé mon protecteur en chasseur et ma seule amie en dommage collatéral potentiel. La culpabilité était une marée noire qui souillait chaque recoin de ce sanctuaire temporaire. Je ne pouvais pas rester là, à attendre que la vague m'emporte avec tout ce que j'aimais. Rester passive, c'était laisser Petrov gagner. C'était accepter le rôle de la victime qu'il voulait que je joue. Une nuit, alors qu'Amélie dormait, j'ai pris ma décision. Je n'allais plus fuir, j'allais devenir le prédateur. Mon gibier n'était pas Petrov, mais la racine du mal, Marc. Je savais où le trouver.
Marc était une créature d'habitude et de faiblesse. Ses dettes l'avaient toujours ramené aux mêmes endroits sordides, les bars clandestins près du port, les cercles de poker miteux où il pensait pouvoir refaire sa fortune en une seule main chanceuse. J'ai laissé un mot pour Amélie, un mensonge pour la protéger, lui disant que je partais régler une affaire de famille. Puis, j'ai plongé dans la nuit marseillaise, non plus comme une proie terrifiée, mais avec la froide détermination d'une femme qui n'a plus rien à perdre. Chaque ruelle sombre, chaque visage hostile me rappelait la protection que j'avais abandonnée. Mais la rage était un carburant plus puissant que la peur. J'ai utilisé le peu d'argent qu'il me restait pour acheter des informations, murmurant son nom à des barmains aux yeux morts et à des joueurs nerveux. Finalement, une piste s'est dessinée. Un petit hôtel de passe dans le quartier de Belsunce. Je l'ai trouvé là, recroquevillé dans une chambre qui sentait le désinfectant et le désespoir. Il n'était pas le traître triomphant que j'imaginais, mais une épave humaine, les yeux cernés, tremblants comme une feuille. Il n'avait pas l'air libre, il avait l'air d'un homme en sursis. Il s'est effondré à ma vue, pleurant des larmes de crocodile qui ne m'ont pas ému. « Léna, je suis désolée », a-t-il sangloté. « Je n'avais pas le choix. Petrov, il a retrouvé ma mère. Il a menacé de s'en prendre à elle si je ne faisais pas exactement ce qu'il disait. » La révélation a frappé comme un coup de poing. Ce n'était pas seulement de la lâcheté, c'était un chantage ignoble. Marc n'était qu'un pion, un outil jetable dans la guerre de Petrov contre Dante. Ma haine s'est effritée, remplacée par un mépris glacial. Il était la cause de tout, mais il était aussi une victime de sa propre faiblesse. « Où est-il » ai-je demandé, ma voix dure, sans la moindre trace de pitié. Avant qu'il puisse répondre, la porte de la chambre s'est ouverte dans un grand fracas. 2 silhouettes massives se sont découpées dans l'encadrement, leurs visages impassibles. Le piège s'était refermé. Marc n'était pas seulement la source de l'information, il était l'appât, et j'avais mordu à l'hameçon avec une naïveté qui me dégoûtait. Le monde s'est réduit au canon d'une arme pointée sur mon front, et j'ai compris que ma tentative de reprendre le contrôle venait de me mener tout droit dans la gueule du loup. Le hangar sur le port était immense, froid et sentait la rouille et l'eau salée. Petrov m'attendait, assis sur une casse en bois, un sourire satisfait sur son visage cruel. Il n'était pas le monstre brutal que j'avais imaginé. Il était élégant, presque charmant, ce qui le rendait encore plus terrifiant. « Mademoiselle Petrova », a-t-il dit, avec un léger accent, « enfin, vous avez causé bien des soucis au fantôme. Il n'a jamais laissé personne s'approcher autant de lui. » Il s'éleva et marcha autour de moi, comme un collectionneur admirant une pièce rare. « Vous croyez que c'est une affaire de territoire, de drogue ou d'argent? C'est tellement plus simple. Dante Moretti a détruit ma famille il y a des années. Pas avec une arme, mais avec des mots, avec une trahison qui a tout anéanti. Alors, je vais lui prendre la seule chose qu'il semble avoir de la valeur à ses yeux aujourd'hui. Je ne vais pas vous tuer, je vais simplement vous garder. Et chaque jour, il saura que vous êtes avec moi, vivante, mais perdue pour lui. Ce sera une mort plus lente, plus exquise que n'importe quelle balle. » J'ai relevé la tête, refusant de lui montrer ma peur. « Il vous trouvera », ai-je craché. « Oh, j'y compte bien », a-t-il répondu en riant. L'arrivée de Dante n'a pas été spectaculaire. Une ombre a bougé dans les hauteurs du hangar, puis une autre. Les hommes de Petrov sont tombés un par un, en silence, des fantômes emportés par un vent mortel. Bientôt, il ne resta plus que Petrov, ses 2 gardes du corps les plus proches, et moi. Dante est apparu dans la lumière blafarde, seul, son visage un masque de fureur contenue. « Laisse-la partir, Petrov », sa voix a résonné dans le silence métallique. Petrov a ri, plaçant un pistolet contre ma tempe. Le grand Dante Moretti, venu en personne pour sa serveuse, c'est touchant. Voici mon offre, ton empire contre sa vie. Tu me cèdes Marseille, tu disparais, et peut-être qu'elle s'en sortira. C'était le choix impossible, le sacrifice ultime. Mais, alors que Dante me regardait, j'ai vu qu'il n'y avait aucune hésitation dans ses yeux. J'ai vu la réponse. Et c'est là que j'ai agi. D'un coup de tête violent en arrière, j'ai frappé le nez de Petrov. La surprise et la douleur l'ont fait reculer d'un pas, son arme déviant une fraction de seconde. Ce fut suffisant. Le bruit de la détonation a déchiré l'air, mais ce n'était pas son arme, c'était celle de Dante. La confrontation a été brève et d'une violence chirurgicale. Une fois Petrov à terre, ses 2 gardes n'ont pas fait long feu face à la fureur froide de Dante. Le silence est retombé,
lourd, seulement troublé par le bruit du vent s'engouffrant par les tôles disjointes du hangar. Le sang, la mort, la fin de la guerre. Dante n'a pas jeté un regard au corps. Il a marché droit sur moi, ses yeux ne quittant pas les miens. Il s'est arrêté à quelques centimètres, son regard parcourant mon visage, mes bras, cherchant la moindre blessure. Il a levé une main tremblante et a effleuré ma joue, là où la poigne d'un des gardes avait laissé une marque rouge. Il n'y avait plus de chef de clan, plus de fantôme. Il n'y avait que Dante, un homme dont l'âme était à nu. « Tu es revenu », a-t-il murmuré, sa voix brisée par une émotion qu'il ne cherchait plus à cacher. J'ai posé ma main sur la sienne, ancrant son contact contre ma peau. « Je suis à la maison », ai-je répondu, et dans ces simples mots, il y avait notre choix mutuel, notre avenir. La poussière retombait sur les ruines de nos anciennes vies, et pour la première fois, nous étions prêts à construire quelque chose ensemble sur ces fondations. 6 mois se sont écoulés. 6 mois pendant lesquels le bruit des vagues s'est substitué à celui des sirènes, et l'odeur du thym sauvage à celle de la poudre. Nous avons quitté Marseille, cet écrin de verre et de violence, pour une vieille bastide en pierre nichée au cœur de la Provence. Dante l'a achetée sur un coup de tête, disant que les fantômes n'aimaient pas le soleil. Ici, il n'est plus le fantôme, il est juste Dante. Il a passé des semaines à démanteler les parties les plus sombres de son empire, les confiant à des lieutenants ou les fermant purement et simplement, pour ne garder que les façades légales, les restaurants, l'immobilier. Marco gère désormais les affaires de la ville, nous laissant dans une bulle de tranquillité presque irréelle. Chaque matin, je le regarde lire non plus des rapports de surveillance, mais le journal local, vêtu d'un simple t-shirt en ligne au lieu de ses costumes impeccables. La tension a quitté ses épaules. Il a remplacé sa garde rapprochée par un vieux chien de berger qui dort à nos pieds. J'ai cessé de sursauter au moindre bruit. Le sentiment de sécurité n'est plus un rempart contre le monde, c'est l'air que je respire. Mon carnet de croquis, autrefois rempli de visages tourmentés, est aujourd'hui une ode à la lumière. Je dessine les oliviers tordus par le vent, la courbe d'une lavande, le sourire rare qui étire les lèvres de Dante lorsqu'il pense que je ne le regarde pas. Il m'a aménagé un atelier dans une petite dépendance, avec une immense verrière qui donne sur les collines. Il l'a rempli du meilleur matériel de dessin que l'on puisse trouver, un cadeau silencieux qui valait plus que toutes les paroles. C'était sa façon de me dire « reprends ce qui t'a été volé ». Je ne pense presque plus à Marc. Dante m'a simplement dit un jour qu'il avait eu une opportunité de recommencer sa vie très, très loin d'ici. Une sentence clémente qui était aussi une damnation, celle de l'oubli total. Je comprends maintenant la différence fondamentale entre l'amour qui emprisonne et celui qui libère. L'un vous utilise comme un bouclier, l'autre devient votre bouclier pour que vous puissiez enfin baisser le vôtre. Dante ne me protège plus de ses ennemis. Il protège mon droit à la paix, à la création, à la banalité d'une vie heureuse. Marco nous renvoie vite une fois par mois. Il a perdu un peu de sa dureté, ou peut-être laisse-t-il simplement à Marseille. Il m'apporte toujours quelque chose, un pigment rare qu'il a déniché, un livre sur les pantres de la région. Il me regarde différemment maintenant, non plus comme une faiblesse, mais comme la force tranquille qui a ancré son patron à la terre. Lors de sa dernière visite, il parlait de rénover le restaurant du Vieux-Port, celui où tout a commencé. Dante s'est tourné vers moi, un plan d'architecte étalé sur la table. « Qu'en penses-tu, Léna? C'est ton domaine ?» Ma voix n'a pas tremblé quand j'ai donné mon avis, suggérant des changements, une atmosphère plus chaleureuse. Il a écouté, hochant la tête, et a dit à Marco « Fais ce qu'elle a dit ». Ce soir-là, il m'a tendu une vieille clé en fer forgé. C'est la clé de la porte d'entrée. Je ne veux plus jamais que tu aies l'impression de devoir fuir. C'est ta maison. Tu n'es pas ma prisonnière, tu es mon port d'attache. Ces mots ont fini de guérir les dernières cicatrices invisibles que Marc avait laissées. Ce soir, assis sur la terrasse, nous regardons le ciel s'embraser de teintes orangées. Le silence entre nous n'est plus lourd de non-dits, mais plein d'une compréhension mutuelle qui n'a pas besoin de mots. Je pense à ce SMS, ce cri de désespoir envoyé au hasard dans la nuit. Comment une erreur, une coïncidence si improbable, a pu tracer un chemin à travers tant de douleurs pour nous mener ici, à cette paix parfaite. Dante prend mon carnet posé sur la table, l'ouvre à la page où j'ai dessiné son portrait. Il n'y a plus de masque, juste l'homme que j'ai appris à connaître avec ses failles et sa force immense. Il lève les yeux vers moi et pour la première fois, je vois une lueur d'humidité dans son regard. « C'est toi qui m'as sauvée, Léna. J'étais un fantôme et tu m'as rendu ma vie. »
Il pose sa main sur la mienne et je sais que nous avons trouvé notre fin heureuse. Si des histoires comme la nôtre, où la lumière finit par percer les ténèbres, vous touchent, votre soutien est ce qui nous permet de continuer à les partager. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout.